Maintenant, on va un petit peu travailler sur les lois physiques qui le régissent. Donc, on l'a déjà vu, je vous ai donné des exercices. Le F égale P fois S. Donc, la force égale la pression fois la surface. La force en décanewton est égale à la pression en bar multipliée par la surface en centimètres carrés. Ok, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous reteniez et qu'il faut absolument connaître. On va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la petite tige ou la grande tige, côté piston ou côté tige. On va essayer de comprendre tout ça et la différence que ça peut avoir. Alors si ici je calcule la surface du piston côté grande chambre, donc côté ici, côté bleu, d'accord? Une surface c'est quoi? C'est pi r au carré ou pi fois le diamètre au carré, pardon, ou pi fois le diamètre au carré divisé par 4. D'accord? Donc là il n'y a pas de souci. On applique bien ça sur toute la surface ici du piston, côté grande chambre. Là il n'y a pas de souci. C'est ce qui va nous donner l'énergie et la force qui va pousser le V1 dans ce sens-là, grâce à la flèche qu'on voit côté gauche. Côté droit, pardon, qui va nous faire sortir la tige côté gauche. Mais si j'applique la surface maintenant, si je calcule la surface du piston côté petite chambre, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand on le regarde de ce côté-là, c'est quoi? C'est en fait le diamètre de la tige, parce que sur le diamètre de la tige, sur toute la surface du diamètre qui correspond au diamètre de la tige, pardon, et bien la pression hydraulique ne va pas s'exercer. La pression hydraulique exercée, elle ne va pas s'appliquer ici sur le orange. Elle va s'exercer simplement sur un cercle, mais qui n'est pas complet. Donc il va falloir calculer deux surfaces. La surface avec le grand diamètre, ainsi que la surface, et la soustraire à la surface avec le petit diamètre qui correspond au diamètre de la tige. Et donc forcément ce V1, quand il sera par exemple ici en rentrée-tige, ce qu'on appelle un rentrée-tige, où on voit les flèches jaunes qui font rentrer la tige, il aura nettement moins de force que le V1 quand il sera en côté-tige. Parce que la pression hydraulique ne va pas s'appliquer sur la même surface. Du fait que d'un côté, il y a la tige qui nous empêche d'avoir l'huile hydraulique qui s'applique sur toute la surface. Donc ça, il faut bien faire attention et bien retenir ça. Alors comment on calcule la vitesse de sortie d'un V1? Alors une vitesse, c'est en mètres secondes, ou en kilomètres heure, que vous connaissez pour les voitures ou les mobylettes. Donc sur un V1, on ne va pas travailler en kilomètres heure, on va travailler en mètres secondes. Donc la vitesse, elle est proportionnelle au débit et à la section. Pensez toujours, j'essaie toujours de faire la référence avec le tuyau d'arrosage. Pensez à un tuyau d'arrosage quand vous arrosez le jardin. Si vous laissez de l'eau couler librement, il y a un certain débit qui sort, mais si vous mettez votre doigt et vous bouchez la sortie de l'eau, ben forcément il y aura toujours le même débit, parce que le débit il est généré pas par vous, ni par le tuyau, mais le débit il est ici constant, mais par contre ce qui va augmenter c'est la vitesse de sortie du liquide pour que sur un certain temps on ait toujours la même quantité d'eau qui sorte. Donc pour le V1 c'est sensiblement la même chose, la vitesse de sortie du V1, elle est égale au débit en litres minutes qu'on lui donne, divisé par 6 fois la section en centimètres carrés. Et Q, donc le débit, est égal à 6 fois la vitesse de sortie fois S. Ça, c'est si je fais le triangle et je fais l'application, qu'est-ce que je calcule? Est-ce que je calcule le débit, la vitesse ou la section? Une petite remarque, faites attention, pour une surface fixe, si on augmente le débit, la vitesse de sortie augmente, d'accord? C'est-à-dire que si mon vérin il a toujours une surface fixe, ce qui est souvent le cas, le vérin il n'a pas une surface à l'intérieur qui va bouger, si j'augmente le débit de ma pompe, je vais avoir une vitesse de sortie du vérin qui va augmenter. Et pour un débit fixe par contre, si mon débit de la pompe il est fixe, là par contre, et si j'augmente la surface, là c'est la vitesse qui diminue. Parce que j'ai le même débit mais qui va s'appliquer sur une plus grande surface, donc la vitesse va diminuer de sortie du V1. Par contre la force sera peut-être différente. Alors, le fonctionnement simplifié du V1, si je le mets dans un schéma qui n'est pas normalisé dans un premier temps, on va repérer ici en 1 notre V1, en 2 notre pompe hydraulique qui va générer donc le débit Q1 comme on voit ici avec la flèche. En 3, la pompe elle aspire où? Elle aspire dans un réservoir. En 4, le point de fixation côté fût. En 5, le point de fixation côté tige. Et en 6, les canalisations d'huile hydraulique. Ok. Donc on va se retrouver sensiblement avec un débit Q1 qui va alimenter le vérin côté fût, et avec un débit Q2 qui est le débit de retour du côté tige du vérin, pendant que le vérin va se déployer. Maintenant on va essayer de retrouver ça dans un schéma à peu près, je vais dire normalisé, c'est pas tout à fait le bon schéma du vérin. Dans un schéma à peu près normalisé, on retrouve en 1 le vérin, en 2 la pompe,
En 3, le réservoir. En 6, les canalisations. Et 4 et 5, elles ne sont pas toujours normalisées comme ça. Donc vérin, pompe, réservoir, fixation, canalisation. Ok. Donc là, on a un schéma qui est un tout petit peu plus normalisé. Bon, c'est pas... Donc dans le cours, vous avez un petit exercice à calculer. Donc là, je vous laisse faire et je vous le laisse calculer. J'aimerais les réponses en photo, papier ou informatique, s'il vous plaît, de ce petit exercice-là. Donc je vous donne différentes choses. L'effort à vaincre est de 5800 décanewtons. Les dimensions du vérin sont, c'est un vérin de Godet. Le grand diamètre côté piston est de 89 mm. Le petit diamètre côté tige est de 6,3 cm. Attention aux conversions d'unités. La course, c'est-à-dire la course entre le point mort haut ou point mort bas si vous voulez, est de 872 mm. Et le débit donné par la pompe d'alimentation en Q1, donc remplissage côté grande chambre, est de 140 litres minute. Je vous demande de calculer la vitesse de sortie en km/h. Attention aux unités. Je vous demande de calculer la pression 1 qui va s'exercer dans la grande chambre pour lutter contre l'effort de 5800 décanewtons. Et je vous demande le débit de sortie de Q2 en cm3 par heure. Voilà. Donc c'est un petit jeu de formules, mais surtout un petit jeu d'unités pour voir si vous ne vous perdez pas. Merci de faire ça, de mettre pause sur la vidéo et d'enchaîner ensuite avec le reste. Maintenant, on va voir un petit peu la symbolisation hydraulique des différents vérins. Symbolisation hydraulique d'un vérin double effet. Donc vérin double effet, c'est le vérin qu'on va retrouver assez facilement partout, nous. Donc il est commandé côté piston et côté grande chambre, côté petite chambre. Donc il a deux arrivées, hein, une arrivée ici côté piston, une arrivée côté tige. Il assure un travail en sortie comme en rentrée de tige, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter en rentrée ou en sortie tige. Les forces et les pressions et les vitesses vont être différentes en fonction de la petite chambre ou de la grande chambre. On l'a vu tout à l'heure à cause des différents diamètres et des différentes surfaces d'application de l'huile. Vérin simple effet, alors là le vérin simple effet c'est très simple, lui il va assurer un travail que en sortie tige, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer de la pression que côté ici grande chambre. Cette petite chambre va se vider dans le réservoir et pour que le vérin retrouve sa position normale, eh ben on va jouer simplement sur un effet de gravité, de poids qui va permettre de le faire rentrer tout seul sans avoir à le piloter. Comme une benne de camion par exemple. Ensuite, vérin double effet, double tige. Donc là les vérins sont à double effet, donc deux commandes, je vais pouvoir le commander des deux côtés, mais celui-là il a double tige, donc il va commander deux choses simultanément. Donc celui-là il va assurer un travail identique dans les deux sens. Que je le pousse côté gauche ou côté droit, il a les mêmes surfaces d'application de l'huile côté piston, sur les pistons, donc il va avoir le même effort que je le pilote côté gauche ou côté droit. Donc c'est des vérins qui sont très utilisés, toujours utilisés pour des vérins de direction, pour assurer la direction de nos engins. Ensuite on va retrouver le vérin télescopique. L'avantage du vérin télescopique, c'est qu'on n'a qu'un seul fût. Quand il est rentré, c'est un vérin qui est totalement rentré, c'est un vérin qui ne prend pas de place, mais qui peut complètement déployer, nous obtenir un grand développement. Donc encore une fois, ça peut être un vérin qui est utilisé pour des levées de bennes sur les camions. Donc voilà sa représentation symbolique. On a un vérin qui a différents étages, en fait, tout simplement. Ici, on le voit bien, il y a différents étages du vérin. Donc les avantages, c'est un seul fût de vérin, plusieurs tiges emboîtées, et un grand développement quand il est complètement développé. Donc là on va partir sur un petit peu de lecture de schéma sur un schéma de 580 SLE, c'est un tractopelle case. On va essayer de repérer différents vérins. Donc ici on a 4 vérins en haut en position 11. Qu'est-ce que ça peut bien être ces vérins? Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Est-ce qu'on a plusieurs arrivées, plusieurs sorties? À quoi ils ressemblent? Donc ce sont des vérins simple effet. Ok, c'est ces vérins-là qui vont permettre de verrouiller la translation sur le tablier à l'arrière. Ensuite, 12 et 13, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être 12 et 13? Eux, par contre, ils ont différentes canalisations, donc ça va être des vérins double effet. Le vérin 14 ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que c'est un vérin qui est double effet, il a entrée-sortie et il a aussi 2 tiges. Donc ça, ce sera sûrement le vérin de direction. Double effet, double tige.
On a le 15 et le 16 qui sont aussi des vérins double effet. Le 28 par exemple aussi le vérin double effet. Donc on voit des vérins qui sont montés avec des équipements ici, il faudrait qu'on zoome un peu plus. Ça doit être des clapets anti-retour. Donc ça doit être des vérins qui concernent tout ce qui est levage avec sécurité sur le levage, ceux-là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On a d'autres vérins ici, c'est toujours la même chose. Par contre ceux-là, regardez, ils sont montés comment? Ils sont montés en dérivation, c'est-à-dire que les deux, on voit ici un point de piquage sur la ligne hydraulique, une épissure, qui va me permettre de remplir les deux vérins de ce côté-là, et de les vider en même temps de ce côté-là. Donc ça, c'est les vérins qui sont montés en parallèle, ils vont tous les deux travailler en même temps. On peut penser par exemple à la levée du brancard, tout ce qui est godé à l'avant en fait. La constitution d'un vérin, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais maintenant on va essayer de travailler un peu plus d'un point de vue de la maintenance. Alors, en 1, la première image ici, c'est le vérin en lui-même en entier. En 2, c'est le cylindre du vérin, pardon. Alors attendez, en 2, faut que je me retrouve, je le vois même pas. Il est là, pardon. C'est le cylindre, c'est le fût. En 4, c'est le palier. Donc les paliers, c'est ce qui va permettre ici de guider la tige quand on va refermer sur le fût. Le palier, il est là. Chose qui comporte des joints qu'on va avoir à changer. En 5, c'est le dernier joint qui va permettre de lisser, nettoyer la poussière quand la tige rentre. C'est le joint racleur, il va racler la saleté, éviter que les saletés rentrent. En 6, c'est des bagues de guidage, donc des bagues qui vont permettre d'assurer la friction de ma tige dans mon palier. Ensuite, on va retrouver les joints en 8 ici. On va retrouver des joints en 9 ici, des joints qui assurent l'étanchéité, joints toriques, des contre-joints ici. On va retrouver les vis de fixation, ça c'est pas gênant. En 14, la tige la tige du vérin. En 15, bon, c'est des bagues encore une fois, des bagues en bronze pour assurer la rotation de la bague, des tiges, pardon, de l'œil de tige dans sa fixation, tout simplement. On va retrouver ici encore une fois en 17 sur le piston les joints qui concernent tout ce qui est piston, 17-18. En 19, un anneau de verrouillage. En 13, des graisseurs, 22 les graisseurs, ok. On va le voir un petit peu mieux ici. En ce qui concerne l'entretien, quand vous avez des fuites, quand vous arrivez sur une machine qui a des fuites, première chose à sentir, c'est est-ce que les fuites, vous les voyez? Est-ce que ce sont des fuites qu'on appelle externes ou des fuites qu'on appelle internes? Une fuite externe, c'est une fuite où vous allez voir l'huile sortir dehors. Donc vous allez voir la saleté se déposer dessus, la poussière se coller dessus. Une fuite interne, vous allez avoir un vérin qui est moins efficace, qui fuit, qui a tendance à redescendre ou à lâcher la pression, mais vous n'allez pas voir forcément d'huile à l'extérieur en fait. Donc si on a des fuites à l'extérieur, c'est assez simple, ça peut se passer ici, ça peut se passer ici au niveau du palier, mais si on a des fuites internes, souvent c'est qu'en fait le joint 17 ici, il assure plus sa fonction et il permet une communication de l'huile qui est sous pression d'un côté du piston vers l'autre chambre. Donc voilà, en fuite interne on n'a pas beaucoup, on a souvent que le joint 17. Par contre en fuite externe on a au niveau des raccords au niveau des raccords pour les flexibles. On a le petit joint 11 ici qui va assurer l'étanchéité entre le fût et le palier. On a les petits joints 8 et 9 qui vont assurer, donc le joint ou le racleur ici, qui vont assurer l'étanchéité entre le palier et la tige. On a le 23 encore une fois pour le flexible, l'accroche du flexible. Le 5 encore une fois c'est le joint carré qui va nous permettre l'étanchéité au niveau de la tige. Voilà, donc on voit qu'on sur un vérin on a beaucoup plus de chance, on va dire, c'est qu'on a beaucoup de joints et de fuites externes.